Voici une nouvelle vidéo sur la correction de la série numéro 7 du TD de thermodynamique. On est toujours dans le chapitre 6, cycle Carnot et machine thermique. On va traiter un exemple des machines thermiques, c'est le moteur diesel. Voici la série entière, je vous demande de répondre bien sûr à toutes les questions avant de voir la suite de la vidéo, c'est-à-dire avant de voir toutes les réponses détaillées. Donc vous pouvez faire une petite pause sur cette diapo et essayer de réfléchir à toutes les questions. Alors, pour ce qui concerne la réponse aux questions proprement dites, on va entamer la première question, représenter le cycle sur le diagramme de Clapeyron. Le diagramme de Clapeyron, c'est le diagramme de P en fonction de V. On a plusieurs étapes. La transformation de 1 à 2 est une compression adiabatique. Chaque fois qu'on a une compression, ça veut dire qu'on a la pression qui augmente et le volume qui diminue. Le passage de 2 à 3, la combustion se fait toujours à volume constant, mais une augmentation rapide de la pression. La suite de la combustion se fait à pression constante, mais à volume de plus en plus grand. Alors, dans une détente, on a toujours une pression qui devient faible et un volume de plus en plus élevé. Alors, entre 5 et 1, on a une détente à volume constant pour préparer l'échappement. En question 2, on nous demande de calculer la température T3. Alors, si on a N et R dans les données, on va pouvoir utiliser la loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT, et le problème est résolu. Alors, si par contre il ne donne pas le N et le R, on peut détourner le problème par l'utilisation de la loi des gaz parfaits et on va l'appliquer à plusieurs points. Par exemple, ici on l'a appliqué à point 3, point 2, point 1 et on va faire le rapport entre les températures qui est égal au rapport entre les PV. Et ça donne directement T3 est égal à T2 fois P3 V3 sur P2 V2 et ainsi de suite. Alors pour le calcul de la pression P5, on a une détente adiabatique et chaque fois qu'on a une adiabatique, il faut avoir le réflexe d'utiliser la relation PV gamma est égale à une constante. Alors, il faut faire juste attention aux unités. De toutes les manières, en thermodynamique, il faudra utiliser toujours les unités internationales. Pour le volume, c'est le mètre cube et pour la pression, c'est le pascal. Si on nous demande de démontrer la loi de la diabatique PV gamma est égale à une constante, ça se démontre en quelques lignes, c'est très facile. On prend les deux relations de dQ en fonction du coefficient calorifique qui contiennent Cv et Cp. Bien sûr, pour le cas de gaz parfait, on a L égale à P et H égale à moins V. Par une transformation adiabatique, on a dQ égale à 0. Donc, on va dégager dt des deux relations. On va intégrer par la suite la relation gamma dV sur V est égal à moins dP sur P. Et on a facilement le log de V gamma fois P est égal à une constante, ce qui donne PV gamma est égal à une constante. Alors pour la détermination de la température T5, on a deux méthodes. La première méthode, la plus simple, c'est PV est égal à nRT, mais il faut avoir le N et le R et le reste. Sinon, on peut appliquer la deuxième méthode, la loi de l'adiabatique TV gamma moins Z est égal à une constante. Bien sûr, on va l'appliquer entre les deux points de la transition adiabatique et le problème est résolu. Alors pour la question 5, les transformations 1, 2 et 4, 5 étant adiabatiques, donc pas de transfert de chaleur, donc Q1, 2 est égal à 0 et Q4, 5 est égal à 0. Alors pour le calcul de la chaleur, on peut utiliser aussi deux méthodes. La première méthode concerne l'application du premier principe de la thermodynamique. Alors delta U est égal à Q plus oméga. Alors, si on a un volume constant, oméga de travail est nul, donc du est égal à Q. Alors du, normalement la première loi de Joule nous donne l'expression de du qui est égale à NCV delta T. Et après, on a Q2 est égal à NCV delta T. Alors, il faut juste faire attention à l'unité de la capacité calorifique, parce qu'on peut avoir une capacité calorifique molaire. Dans ce cas-là, il faudrait multiplier par N. Si on a une capacité calorifique massique, il faudrait multiplier par M, la masse. Sinon, on peut avoir aussi une capacité calorifique ni molaire ni massique. Donc, on va le laisser tout court. CV delta T. Je vous rappelle juste là que l'unité internationale de la chaleur, c'est le joule.
Et d'ailleurs, le joule est l'unité de toutes les énergies, que ce soit U, H, Q et W. On peut aussi utiliser une deuxième méthode, c'est les relations entre les coefficients calorifiques. Dans notre cas, dQ est égal à CV dt plus L dV. Alors la transformation de 3 étant isochore, donc le terme dV est égal à 0, et du coup, dQ est égal à CV dt. Alors et là, il faut faire attention. Le CV qui est dans les relations des coefficients calorifiques, il a une unité de joule par K. Ce que nous donnons dans les données, c'est une capacité thermique molaire. Donc il faudrait penser à multiplier par le n, le nombre de moles, pour avoir une unité de joule par K. Alors pour le calcul de la chaleur Q3, 4, on a aussi deux méthodes. On peut appliquer le premier principe de la thermodynamique, dU égale à dQ plus dW, et la relation entre l'enthalpie et l'énergie interne. Après tout calcul, on va aboutir à dQ égale à dH moins VdP. La transformation étant isobare, donc dP est égal à 0 et on a dQ est égal à dH. Alors, la deuxième loi de Joule nous donne l'expression de dH qui est égale à NCP dt. Et là, c'est la même chose aussi entre ce qu'on avait vu sur le CV. On va le voir aussi pour la capacité thermique à pression constante. On a donc Q3, 4 est égal à NCP delta T. Et si on ne donne pas le CP, la capacité thermique à pression constante, on peut utiliser la loi gamma est égal à CP sur CV. Et le problème est résolu. On peut aussi utiliser une deuxième méthode, c'est les relations entre les coefficients calorifiques, mais cette fois-ci, on va choisir la deuxième relation, dQ est égal à CP dt plus H dP. Alors, on a une transformation qui est isobare, le terme dP est égal à 0, puisque P est égal à une constante, donc dQ est égal à CP dt. Alors là, il faudrait juste penser aussi à l'unité de CP. Si on a une capacité thermique à pression constante molaire, il faudrait multiplier par N. Si on a une capacité thermique à pression constante massique, il faudrait multiplier par M. Alors pour la question 8, pour déterminer le travail reçu au cours d'un cycle, on va penser au premier principe de la thermodynamique, dU est égal à dQ plus dW, parce que au cours d'un cycle, on a dU est égal à 0, et du coup, la somme des Q cycles est égale à la somme des oméga cycles. Et voilà, donc oméga cycle est égal à moins Q cycle. Et du moment qu'on a pratiquement déterminé toutes les chaleurs Q1, 2, Q2, 3, Q3, 4, Q4, 5 et Q5, 1, on peut faire la somme pour déterminer le travail du cycle. Alors, pour justifier son signe, il faudrait déjà comprendre la notion du signe. On a une convention de signe qui est une relation égoïste. Si le système thermodynamique a reçu ou a gagné ou a récupéré une énergie, celle-ci est comptée positivement. Si par contre le système a perdu ou a fourni à l'extérieur ou a transféré vers l'extérieur une énergie, cette dernière est négative. Alors, dans notre cas, on a un travail négatif. Cela signifie que le système a perdu le travail. Donc le moteur diesel est un système qui ne reçoit pas du travail au cours d'un cycle, mais en fournit vers l'extérieur. Alors pour la question 10, déterminer le rendement de ce moteur. Alors d'une manière générale, le rendement est défini par le rapport de ce qu'on a produit sur ce qu'on a consommé. C'est-à-dire en quelque sorte l'énergie produite sur l'énergie consommée. Dans notre cas, l'énergie produite c'est du travail et l'énergie consommée c'est de la chaleur. Alors si on applique la formule, on a le rendement qui est égal à W6 sur Q34. On va se poser la question sur Q34, pourquoi pas Q23? Alors tout simplement parce que Q23 ne fournit pas de travail. Dans ce cas-là, W23 est égal à 0 parce qu'on est dans une transformation isochore. Donc bien sûr le rendement est toujours de signe positif.
Donc il faudrait y mettre les valeurs absolues. Et du coup, on a un rendement de 64,9%. Alors on remarque que ce rendement est très élevé, il est un peu exagéré, parce que normalement, en moyenne, pour un moteur diesel, on a un rendement entre 30 et 40%. Donc on peut dire qu'on a surévalué un peu ce rendement. Notre séquence d'aujourd'hui touche à sa fin. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'ici là, je vous souhaite un bon courage.